Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le fraîchement élu président du parti présidentiel, désormais baptisé Renaissance, Richard Magnac. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va expliquer que vous n'êtes plus un mouvement mais un parti. Mais avant cela, on va s'attarder un tout petit peu sur votre parcours. Vous êtes né dans la Somme, avez fait l'école normale en Meuse avant d'être professeur dans les Vosges et inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale à Paris. Est-ce que vous vous définissez comme Vosgien aujourd'hui ? En fait, je voudrais quand même dire une chose. Ça fait 46 ans que je suis dans les Vosges. Ça fait 46 ans. C'était en début de carrière, on m'avait offert des postes, par exemple un poste universitaire sur Montpellier. Et en fait, on voulait rester en Lorraine. Donc, on a choisi les Vosges. On a choisi les Vosges. Et quand je dis qu'on a choisi les Vosges, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au travers des carrière que vous avez pu entendre, que vous avez retracée très rapidement. J'ai fait une carrière au niveau régional, j'ai fait une carrière au niveau national, j'ai terminé ma carrière sur la question de la formation professionnelle en Europe, donc avec beaucoup de déplacements à Bruxelles et en Europe. Donc, ça, c'est même devenu une contrainte de rester dans les Vosges. Et très souvent, quand on a une carrière comme ça... transport, vous voulez dire, par exemple C'était le train, l'époque où il n'y avait pas le TGV et où il fallait prendre le train de 5 heures pour être à une réunion à 9h30 à Paris, le lundi. Ça veut dire qu'on passait le dimanche à préparer la valise. Le dimanche après-midi, on préparait la valise et où je rentrais le vendredi soir avec un samedi matin où j'étais épuisé, un samedi après-midi où je retrouvais ma famille, mes enfants et le dimanche soir où je refaisais la valise. Et donc, rester ici, c'était une contrainte. Mais c'était une contrainte et ça a été le choix de ne pas bouger parce que... je ne sais pas si le département des Vosges m'avait adopté, j'espère, mais en tous les cas, moi, je considérais que j'étais bien ici. Alors, on va rappeler que vous avez été adhérent au Parti Socialiste, section Vosges, du temps de Pierre Blanc. Pourquoi avoir adhéré aujourd'hui au Parti présidentiel, donc Aix en Marche, on l'a dit, et Renaissance, en quelques mots? Qu'est-ce qui vous a convaincu dans cette nouvelle aventure? Alors, déjà une chose, j'ai été adhérent au Parti Socialiste et ensuite j'ai eu des fonctions d'inspection, d'évaluation, de prise de décision sur un certain nombre de dossiers sensibles, de conseils auprès de différents ministres. D'ailleurs, je suis même intervenu, j'ai même travaillé à un moment avec Jean-Luc Mélenchon, à l'époque où il était secrétaire d'État à l'enseignement professionnel. Et à l'époque où il était socialiste aussi. À l'époque où il était socialiste, mais déjà un certain caractère. Donc, au travers de tout ça, j'ai voulu prendre de la distance, non pas avec mes idées, mais de la distance avec les structures, ce qui aurait pu, ce qui déontologiquement, pour moi, d'autres ne font pas ce choix, me poser un problème, c'est-à-dire être le soir avec un certain nombre d'élus ou dans un certain cadre politique et le lendemain me retrouver auprès d'un ministre qui pouvait très bien être d'un autre bord, puisqu'en tant que haut fonctionnaire, on sert tous les ministres. Se retrouver dans une situation qui deviendrait très rapidement c'est inconfortable, on comprend. Donc, moi, j'ai fait le choix de prendre mes distances. Après, en fin de carrière, on était sur d'autres points. J'ai pris mes distances quand il y a eu la crise avec François Hollande, toutes les dissensions qui sont apparues, et où j'ai eu le sentiment que le parti s'éloignait de ma conviction profonde qui était la social-démocratie. Le discours d'Emmanuel Macron, quand il est apparu dans le paysage, était un discours et est encore un discours, même si quelquefois je trouve qu'il n'est pas assez à gauche. Personnellement, ce n'est pas un critère pour prendre Renaissance dans les Vosges. On peut clairement dire que vous faites partie d'une aile minoritaire du mouvement présidentiel, puisqu'aujourd'hui, on sent que le curseur est quand même un petit peu plus centre-droit que gauche ou centre-gauche comme vous. Oui, mais oui, c'est une question de sensibilité. Le logiciel demeure le même. C'est-à-dire que quand même, on est dans cette projection vers l'avenir qui est cette vision, une vision positive de transformation
de la société. C'est ça l'ADN présidentiel. Alors après, on aurait pu souhaiter que certaines décisions soient un peu différentes, soit un peu plus sociales, peut-être quelquefois un peu moins technocratiques. On va y venir notamment sur le sujet évidemment du moment qui est la retraite. Il faut qu'on accélère un tout petit peu, un tout petit mot sur vos indemnités, ça va aller très vite, hein, puisque vous n'en avez pas, c'est aussi simple que ça, vous n'avez aucun mandat électoral en cours et vous êtes bénévole au sein de votre parti, il faut le préciser tout de suite. Voilà, donc dans le parti, c'est comme dans tous les partis politiques, vous avez des permanents qui ne travaillent que pour le parti, et puis vous avez des employés du parti. Je ne suis pas un employé du parti, je suis un élu, mais simplement à l'intérieur du parti, et toutes les fonctions sont bénévoles à l'intérieur du parti. Quand je dis bénévole, je serai à Paris à la réunion des présidents. Oui, vous serez défrayé sur les frais de transport. Voilà, évidemment. On va me payer mon transport, mais le reste du temps est entièrement bénévole. Alors, votre mouvement se structure, on a vu quelques images, on va en voir encore quelques-unes, avec autant dire que c'est vrai que les relais locaux manquaient au parti présidentiel, ça chacun en a fait le constat. Vous avez été élu pour 3 ans avec une équipe renouvelée et assez jeune. Quel constat rapidement et quelle volonté d'action? Le constat, c'est qu'effectivement ce maillage territorial manquait cruellement au parti partout en France. À la fois, il y a une question de maillage territorial. Quand on parle de maillage territorial, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que le maillage territorial, c'est ce qui permet d'être au contact des gens. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au contact des gens, mais c'est dans un contact organisé sur lequel on peut avoir une action. C'est ça que ça signifie le maillage territorial. C'est aussi s'emparer, ce que nous n'avons pas fait, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est aussi s'emparer des problématiques territoriales. Actuellement, dans les Vosges, on est quand même essentiellement, et on pense que ça manque cruellement au débat, on est essentiellement sur le relais de ce qui vient du gouvernement. Le gouvernement s'occupe de la politique de la France. Nous avons, et ça va être vraiment notre fonction principale, de nous occuper aussi des problématiques territoriales, mais aussi, et c'est ça le maillage territorial, de montrer une sensibilité particulière pour pas que les décisions soient trop parisiennes. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait récemment. On a eu tout ce qui concernait les primes à l'énergie, tout ce qui les aides pour le l'énergie. Bouclier tarifaire, etc. Bouclier tarifaire, etc. Mais aussi toutes les aides qui étaient versées. Qu'est-ce qui nous est remonté, nous? C'est qu'en fait, dans les Vosges, certes l'électricité, certes le gaz, mais le bois et le pellet. Alors là, c'est des problématiques territoriales claires. Eh bien, notre message est remonté et ça a été inclus à l'intérieur. Donc on avait oublié au départ, effectivement, tous ces gens qui se chauffaient. Et c'est vrai que quand on est sur essentiellement des grandes villes, on ne voit pas au milieu des grands immeubles au centre-ville des tas de bois. Et bien chez nous, il y en a partout. Voilà, c'était l'exemple typique d'informations qui sont remontées et qui sont entendues. D'une part, nous avons fait une intervention au niveau du parti et d'autre part, nous avons utilisé notre relais territorial qui est aussi David Valence, qui n'est pas Renaissance, mais qui est dans la majorité présidentielle et qui agit aussi qui est le seul élu, le seul parlementaire, sur les 6 qui effectivement émane de cette mouvance présidentielle. Alors, un petit mot quand même, évidemment, sur cette réforme des retraites qui mobilise beaucoup contre elle. 3e round de manifestation demain, Épinal et partout en France. Vous en faites forcément le SAV, le service après-vente. Avec quels arguments aujourd'hui, puisque le dernier sondage est globalement stable, 7 Français sur 10 continuent à penser que cette réforme n'est pas bonne. Ouais, je voudrais quand même rappeler une chose, parce qu'on entend des choses, c'est une réforme contre le régime des retraites et contre les retraités. Non, la réforme, c'est pour pérenniser, pour sanctuariser les retraites. C'est ça qui est le point important, c'est qu'on veut les sanctuariser. Par répartition. Qu'est-ce que ça veut dire sanctuariser? Ça veut dire que, je vous rappelle que nous sommes le parti qui essaye de se projeter vers l'avenir, pas le parti qui réfléchit avec l'image du passé, c'est se projeter vers l'avenir. On a des énormes défis qui sont lancés, le défi de la santé, on a le défi, par exemple, de tout ce qui concerne et là on va avoir un accord total des services publics, on a le défi, aujourd'hui, défi climatique. Je vais vous citer un exemple, c'est quand on dit sanctuariser, c'est-à-dire
ne plus le remettre en débat et ne plus le faire rentrer dans des arbitrages. Un exemple très simple. Quand on nous dit aujourd'hui changement climatique, ça veut dire, on va prendre un tout petit point pour vous montrer ce que ça représente. Changement climatique, ça veut dire refaire toute l'approche thermique des bâtiments publics. Est-ce qu'on se rend compte quand on nous dit « mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» D'abord, on l'a engagé. C'est 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics à rénover. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer les plafonds, les murs. J'entends bien, mais je ne vois pas où. Parce que ma question était quand même sur les retraites. Et la question, et vous allez y voir, et justement, il faut remettre ça dans un débat global. Ça veut dire qu'on n'aura plus d'arbitrage à faire à ça. C'est 500 milliards à dépenser dans les 20 à 25 ans à venir. À un moment donné, on va avoir la question, si on est encore dans les arbitrages, faut-il mettre 15 ou 20 milliards sous les retraites ou les mettre dans la rénovation, la rénovation technique des bâtiments. Eh bien, cette question est réglée. On a sanctuarisé, c'est complètement préservé. C'est ça l'objectif de la réforme, ne plus avoir à revenir sur ce problème-là et qu'il soit pas au milieu des arbitrages. Sachant qu'effectivement, ça va s'étaler sur une bonne dizaine d'années. Il nous reste moins de 2 minutes. Il y a quand même la question du timing. Hein. Le corps nous dit aujourd'hui que... Aujourd'hui, si vous voulez, on va le dire très clairement. Rapidement. Hein. Les axes, c'est très simple. On avait prévu les axes. Il faut un petit peu accélérer l'accès aux 43 ans. Le deuxième axe que nous avons, c'est l'âge de la retraite. Il faut qu'on comprenne bien une chose. Quand on a fait la réforme des retraites dans les années 80, on parle de l'espérance de vie. C'est calé là-dessus. L'espérance de vie, quand on a mis en place la retraite à 60 ans, c'était 75 ans. Mmh. On est passé non pas à 75, c'était 75 ans en 2020. On est à 83 ans. On garantissait 15 ans, on en garantit 23 maintenant. Voilà où est le cœur du problème. Donc il faut nous remettre dans ce dispositif-là, et c'est pour ça qu'on est obligé d'aborder les... Avec le bémol de l'espérance de vie en bonne santé, hein, qui est quand même le facteur, le vecteur le plus important, hein, sans aucun doute. L'espérance de vie en bonne santé, quand on l'a mis en place, la réforme à 65 ans, qu'on est passé de 65 à... était de 66 ans à l'âge de 65 ans. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, elle est passée à 75 ans, l'espérance de vie en bonne santé pour les femmes, 73 ans pour les hommes. Nous avons augmenté l'espérance de vie en bonne santé quand on arrivera en retraite. Nous en avons fait qu'esquisser, évidemment. Toute dernière question, on fera un débat sur Vosges Télévisions sur les retraites le mois prochain. Toute dernière question sur l'avenir du parti, puisque c'est le dernier mandat d'Emmanuel Macron. En 30 secondes, là, je vous demande vraiment Alors, l'avenir du parti sans son fondateur. C'est l'avenir de tous les partis, LR, LFI, oui, mais tout vous le êtes monde. Jeune et vous êtes marqué par cet homme-là, puisqu'il n'y en a pas eu avant. Et nous, le point qui est essentiel, c'est que le rôle du parti, c'est une responsabilité, c'est un défi. Nous sommes le pivot. Aujourd'hui, avec les barrières qui sont tombées à l'extrême droite et les barrières qui sont tombées à l'extrême gauche, nous devons être l'élément fédérateur. Et il faudra trouver autour une incarnation de cet élément fédérateur. C'est un enjeu majeur pour le pays, pour avoir une France qui regarde devant. Allez, toute dernière question, est-ce que ça pourrait être cet homme-là, on va le voir à l'image, Édouard Philippe, va rester devant? Alors, Édouard Philippe n'est 15 secondes. Hein. Édouard Philippe n'est pas du parti Renaissance. On l'a bien compris. Il est dans le paysage. Aujourd'hui, notre recherche, c'est un candidat qui va incarner en Renaissance. Et il y a beaucoup d'ambitions, y compris des ambitions qui ne sont pas connues. Et dans les ambitions qui ne sont pas connues, on rappelle quand même qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui s'appelait Emmanuel Macron, qui n'était pas connu, qui est devenu président de la République. Vous avez quelques années pour dénicher un nouveau Macron chez vous. Merci beaucoup, Richard Magnac. On vous réinvitera. Évidemment, il y avait beaucoup d'autres sujets à traiter. On se retrouve pour ce qui nous concerne la semaine prochaine avec le maire de Golbey, Roger Alemany. Bonne semaine à vous.